Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine de lecture. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un petit update lecture. Il y aura 4 livres, ce sera du varié, il y aura de la fantaisie, il y aura de l'historique pur et dur, un roman historique, et puis, c'est quoi le dernier? De l'épouvante, thriller épouvante. Et vous allez voir que quand on dit parfois que ce n'est pas le lecteur qui choisit le livre, mais plutôt le livre qui choisit le lecteur, des fois ça a du sens. Alors, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique! Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien faire un petit aparté dans le sens que la semaine prochaine, je vais faire une vidéo un peu spéciale, ça va être un tag questions-réponses. Donc pour l'instant, sur mon Instagram, il y a toujours une story qui court où vous pouvez laisser vos questions. Mais également dans cette vidéo, dans les commentaires, si vous avez une question à me poser, allez-y, on essaiera d'y répondre. Donc, sans plus attendre, on commence les bouquins. Premier livre, c'est L'histoire des Vikings, des invasions à la diaspora de Pierre Baudouin aux éditions Texto. Alors un petit rappel, qui est Pierre Baudouin? C'est un historien médiéviste français qui est spécialisé dans les mondes normands. Autant vous dire que ça envoie du lourd. Oui, ça envoie du lourd. Je ne me suis pas amusé à chaque page, autant vous le dire. Par contre, on peut dire que on en apprend quasi à chaque ligne. C'est tellement énorme. Et moi, le petit malin, le petit naïf, parce qu'il faut vous dire que le bouquin fait à peu près 650 pages, et qu'au-delà de ces 650 pages, il y a 250 pages de notes, bibliographie, cartes, arbre généalogique, enfin, la totale. Mais quand même, je me suis dit, bon, je vais prendre quelques notes au cas où, mais j'ai très vite abandonné. Waouh, non. Ça utilise en même temps un vocabulaire assez spécifique, assez pointilleux, parce qu'il y a plusieurs disciplines qui sont reprises dans cette étude. Il y a la linguistique, il y a l'ethnologie, il y a forcément l'archéologie, il y a des concepts culturels, cultuels, commerciaux. Bon, c'est énorme, vraiment c'est énorme. Donc, c'est ça. C'est clair qu'on en apprend, on en apprend, on en apprend. On va suivre les Vikings des îles britanniques à l'Islande, du Groenland en Russie, où ils ont été encore, on va les suivre du côté de Constantinople, dans le Pirée. Oui, ils ont voyagé, et, mais je le conseillerais vraiment pour ceux qui ont vraiment une envie d'en savoir un peu plus sur les Vikings. Enfin, un peu plus, oui. C'est ça, un peu plus sur les Vikings. Ça reste qu'on en apprend plein, mais je vous le dis, j'ai quand même eu certains passages durs, vraiment très durs. Pour bien faire, il faudrait que je le relise une deuxième fois. Sérieux, il faudrait que je le relise une deuxième fois, parce qu'il y a certains passages, certains chapitres où où j'étais complètement largué, vraiment. Donc voilà, celui qui a envie de s'investir dans les Vikings, let's go. Le second livre, c'est La part des ténèbres de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Là, on est sur de l'épouvante, thriller, épouvante, fantastique. C'est un livre que Stephen King a écrit en 1989 et je vous dirai pourquoi après. Pourquoi 1989? Pour moi, c'est un des meilleurs Stephen King. Bon, j'ai pas tout lu les Stephen King, j'en ai lu à peu près une bonne quinzaine. Je crois qu'il y en a plus de 70, donc il y a de la marge.
Mais pour moi, c'est un des meilleurs, réellement. On rentre très vite, enfin, on rentre très vite. Moi, je ne suis pas rentré très vite dans l'histoire, parce qu'à un moment donné, au début, je ne savais pas où Stephen King voulait m'emmener. Mais ça monte crescendo. Après une centaine de pages, là, j'étais vraiment dedans. La violence. Ça aussi que je dirais que si vous l'avez dans votre palle et que vous voulez lire, et que c'est le premier livre de Stephen King que vous allez lire, vous avez bien choisi. Par contre, si vous avez un peu de mal avec la violence et la violence dans le détail, trigger warning, trigger warning. Non, c'est pas pour vous. Ce sera peut-être pour vous après, mais peut-être pas pour le premier Stephen King. Parce que, en plus, la psychologie, la psychose de certains personnages, c'est vraiment... on rentre vraiment dedans, c'est clair. Ça m'a fait penser aussi un peu à... comment je vais dire, à un film d'Alfred Hitchcock. Ceux qui l'auront lu verront le lien. C'était le film Les Oiseaux. À plusieurs reprises, ça m'a fait penser à ça. Donc voilà. C'est un livre qui fait à peu près, je vais dire, 750 pages. Donc un très 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 bon Stephen King. Troisième livre, Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions J'ai lu. Donc ici, en livre de poche, partie 1, partie 2, que j'ai fait en lecture commune avec Endoline. Que dire de cette partie 2? Sans spoiler, pas grand chose. Non, je ne vais pas rentrer dans le... bon, certainement pas dans le détail, mais dans l'histoire même. Je peux dire que le worldbuilding continue de s'étoffer, au point de vue de la magie, au point de vue des dragons. On continue à en apprendre. Mais par contre, c'est une très bonne lecture, mais pas un coup de cœur. Et pourquoi? Je vais dire pour deux raisons principales. C'est que ça s'appelle Le Prieuré de l'Oranger. Il faut attendre à peu près, parce que c'est un bouquin en livre de poche, qui fait à peu près entre 1100 et 1200 pages. Il faut attendre à peu près 600 pages pour qu'on parle réellement du prieuré. Pourquoi? Je ne sais pas. Et la seconde chose, et là je vais vous dire le nom des traducteurs, c'est Benjamin, parce qu'ils sont deux, c'est Benjamin Kunzer et Jean-Baptiste Bernet, qui donnent, donc dans la traduction française, qui donne la parole à certains personnages, et comme ces personnages parlent d'une certaine manière, une sorte de patois, mais je veux dire, les phrases sont écrites, c'est ça, je trouve même pas le mot, sont écrites de façon bizarre, enfin, pour donner une sorte d'accent à la personne. Et cette façon de faire n'existe pas en anglais. Parce que j'ai demandé à Endoline, qui a continué, je veux dire, la seconde partie, en lire en anglais. Non, il n'y a pas. Donc c'est uniquement pour la traduction française. À un moment donné, bon, si ça avait duré juste... mais non, ça dure, ça dure, ça dure, ça s'allonge, et à un moment donné, ça devient lourd. Ça devient lourd. Donc, juste pour ces deux choses, pour moi, c'est pas un coup de cœur. Donc, que dire encore? C'est que, oui, moi j'ai très bien aimé, est-ce que c'est français ça? J'ai bien aimé la relation qu'il y a entre Tané. Là, je suis en train de regarder, là, c'est plus un pigeon qui est sur le bord de la fenêtre, c'est une grande dinde sauvage. Waouh! Deux grandes dindes sauvages. Je vous la prendrai en vidéo avec mon téléphone. Waouh! Donc voilà.
Où en étais-je? Oui, c'est ça, avec une bonne... j'ai aimé la relation qu'il y avait entre Tané et sa dragonne. Son nom encore, Naï Matun. Naï Matun. Et un personnage aussi que moi j'ai... personnellement j'ai adoré, c'est Kaliba. Donc j'en dis pas plus. Kaliba qui était la Dame des Bois. Donc pour moi, ça reste quand même une très bonne lecture. Le quatrième livre, c'est Le souffle des feuilles et des promesses de Sarah McCoy aux éditions Je ne sais plus. Parce que je l'ai terminé hier soir et ce matin, c'est mon épouse qui l'a pris pour commencer à le lire. Donc, je ne l'ai pas pour l'instant physiquement. Comment vous dire? Oui, c'est là qu'en début de vidéo, je disais que oui, c'est pas forcément le lecteur qui choisit le livre, c'est peut-être parfois le livre qui choisit le lecteur et au moment bien opportun. Parce qu'il y a certaines... enfin, je reviendrai par la suite après, mais déjà, c'est une romance historique qui se passe 30 ans après la guerre de sécession. On est dans le Kentucky. On va aller dans le Kentucky, New York. Comment je vais dire? Donc c'est ça. Donc c'est une... l'histoire, en gros, c'est... comment elle s'appelle encore? Hallie Hermini, qui est une jeune autrice et qui a fait son premier manuscrit, qui a écrit son premier manuscrit et qui monte à New York pour se le faire éditer. Et là, elle va rencontrer un homme, Post Wheeler, qui est un peu, au départ, un peu comme misogyne, un peu spécial. On a envie, je ne veux pas dire, on n'a pas envie de taper dessus, mais bon, un peu rude. C'est ça. Donc, et au final, ben, ce sont ces deux personnes qui vont se côtoyer, se séparer. Enfin, je veux dire, c'est assez spécial comme histoire. Mais c'est une histoire vraie. Donc, à la fin du livre, moi j'aime encore bien aller sur Google pour voir de quoi il en retourne. C'est vrai que Hallie Hermini, il y a un troisième nom, mais Hallie Hermini, autrice américaine, et puis Post Wheeler ont réellement existé. Donc c'est ça. On est à l'époque, on est 30 ans après la guerre de sécession. Là, ça commence en 1896 et ça se termine en 1905-1906. Et on va voir tout ce que ces deux personnes vont se donner l'une l'autre ou ne vont pas se donner l'une l'autre. Enfin, je veux dire, c'est vraiment spécial comme romance. Il y a aussi bon, le fait qu'on est fin du 19e siècle, début 20e. Les femmes, tout ça, c'est les femmes, le racisme, bon, on en parle un peu, ça se remarque, ça se ressent quand même. On est quand même juste 30 ans après la guerre de sécession. Il y a certains points historiques que j'ai bien aimés aussi, dans le sens qu'il y a certaines, comment je vais dire, certaines particularités. Par exemple, la ligne de démarcation, comment elle s'appelait encore? La ligne de démarcation Mason-Dixon était une ligne de démarcation, après la guerre de sécession, était une sorte de ligne de démarcation entre le nord et le sud. J'étais vraiment pas au courant de ça. Puis, concernant aussi la fameuse ruée vers l'or, comment la ville, c'était Dawson City, c'est ça? Donc on en apprend pas mal quand même sur point de vue historique. Et donc c'est ça.
C'est un livre qui m'a choisi, je crois, parce que ça faisait longtemps que je l'avais dans ma palle, très 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 longtemps. Mais comme c'était soi-disant une romance, moi les romances, je suis pas très... romancez-moi, ça fait deux. Mais j'ai fait le pas et en fait j'ai été vraiment époustouflé par la plume de Sarah McCoy. Mon Dieu qu'elle écrit bien, réellement. Et puis par l'histoire, par les personnages, vraiment, j'ai vraiment aimé. Donc, et il y a certaines phrases choc qui sont dans le livre, qui ont pas forcément à voir avec la romance, l'histoire en elle-même, entre ces deux personnes, entre cet homme et cette femme. Mais néanmoins, il y a quand même des phrases choc qui, moi, m'ont scotché, réellement, parce que j'étais une sorte dans un état, pour certaines choses, bon, là c'est un peu de l'ordre du privé, mais c'est comme si j'avais ma réponse. Je dis waouh, vraiment, c'était... et ça à plusieurs reprises dans le texte. Donc pour ça, pour moi, bon, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. Donc je n'hésiterai certainement pas à lire encore du Sarah McCoy, et notamment, ici il y a deux livres, je ne sais pas combien de livres elle a fait en fait, c'est un parfum d'encre et de liberté, et un goût de cannelle et d'espoir. Je ne sais pas de quoi ça parle, si c'est aussi des romances ou pas, je n'en sais rien, mais oui, elle a vraiment une très belle plume. Donc, Sarah McCoy, non, quand on n'a pas le livre en main, Le souffle des feuilles et des promesses. Donc voilà, ça se termine ici, les 4 livres, les 4 dernières lectures que j'ai faites. En attendant, c'est ça. N'hésitez pas, si vous avez lu un de ces livres, de faire des commentaires. N'hésitez pas non plus, si vous avez des questions à poser pour la prochaine vidéo, tag questions-réponses. Donc, ben, en attendant, portez-vous bien, faites de magnifiques lectures, et à la prochaine. Bye.